Tout a commencé par une ligne perdue dans un télégramme classifié, une phrase unique, assez lourde pour faire trembler le Sahel tout entier. Que ferait-on si demain un message dictait au capitaine Ibrahim Traoré le sort de 70% de l'or de son pays? Sous le soleil de Ouagadougou, l'histoire allait s'ouvrir comme un séisme silencieux. Le message intercepté ne contenait pas qu'un ultimatum, il portait un écho. La souveraineté d'un pays pesait contre le prix de son or. Le véritable enjeu, dix mots clairs: protéger l'avenir sans vendre l'âme d'une nation libre. Sous les néons du palais de Ouagadougou, Ibrahim Traoré savait que chaque minute ajoutait du poids à la balance. Céder pour survivre ou tenir pour exister. Derrière les dossiers officiels s'étendait un réseau d'intérêts, d'accords croisés et de dettes anciennes. Une toile tissée depuis des décennies, où chaque fil d'or menait vers une capitale étrangère. Mais que se passe-t-il quand une main décide enfin de rompre la trame? Quand un pays de 18 millions d'âmes choisit la fierté plutôt que la peur? La réponse, comme l'or sous la terre rouge du Sahel, attendait son heure. L'aube du 12 août 2025 apporta la première fissure dans le silence mondial. 2 heures avant le lever du soleil, un câble confidentiel atterrit sur le bureau du capitaine Ibrahim Traoré, scellé par un sceau rouge: décision en 48 heures. Le document évoquait 70% des réserves d'or nationales, un chiffre sec, tranchant, que nul ne voulait croire. Autour de lui, le palais demeurait plongé dans un calme suspendu. Dehors, la chaleur de Ouagadougou montait, lourde et poussiéreuse. Dedans, les conseillers se taisaient. Chaque ligne du message semblait un rappel d'un vieux monde, celui où l'Afrique prêtait ses richesses mais rarement sa voix. Depuis des années, le Burkina Faso traçait pourtant une autre route: reprise des concessions, transparence accrue, retour des bénéfices vers les communautés minières. Et c'est précisément ce mouvement-là qui avait réveillé les grandes puissances. Les analystes étrangers, pris de court, parlaient d'un risque de rupture. Les médias africains, eux, d'un sursaut historique. Les cartes géopolitiques changeaient subtilement. Ce petit territoire enclavé devenait soudain le centre d'un échiquier où se jouaient dettes, métaux et influence. Les signaux satellites captaient une activité inhabituelle dans le nord, preuve que la partie avait déjà commencé. Pour Ibrahim Traoré, ce n'était pas une crise, c'était une équation. Combien de vérités un pays pouvait-il supporter avant de se briser? Au-delà des murs du palais, la rumeur gagnait les rues. Certains y voyaient un bras de fer perdu d'avance, d'autres la chance d'un tournant. Mais une certitude s'imposait: quelque chose au cœur du Sahel venait de s'éveiller. Dans le tumulte discret des premières heures, une poignée d'hommes et de femmes rejoignirent la salle de crise. Parmi eux, une économiste au ton calme, issue du ministère des Finances, posa la question que tous craignaient: et si nous disions non? Cette phrase, simple, fendit l'air comme une étincelle. Ibrahim Traoré leva les yeux, mesura le silence, puis répondit d'une voix égale: alors, nous verrons combien vaut vraiment notre indépendance. À cet instant, la trajectoire changea. Autour du président, chaque membre de l'équipe incarna une facette du pays. Un ingénieur des mines, un jeune officier, une juriste issue des universités locales. Tous savaient que l'épreuve ne se gagnerait pas dans la rue, mais dans la clarté des décisions et la maîtrise des récits. Ils établirent un plan d'urgence: sécuriser les sites miniers, couper les canaux de fuite de données, informer sans provoquer. Pendant ce temps, dans les marchés d'Ouagadougou, la population commençait à murmurer des fragments de la nouvelle. Les ondes de radio diffusaient des débats prudents. Un peuple attendait un signe. Et lorsque la première allocution publique d'Ibrahim Traoré fut annoncée, les regards se tournèrent vers les écrans poussiéreux des cafés. Il ne s'agissait plus seulement d'économie ou d'or, mais d'un test de confiance nationale.
Ainsi débuta le récit collectif, celui d'un pays qui, pour la première fois depuis longtemps, osait définir seul sa propre mesure de valeur. Et pour beaucoup, c'était là le véritable commencement. La chronologie s'enchaîna comme un battement de tambour. À 6h30, les conseillers militaires de Ibrahim Traoré reçurent les ordres: verrouiller les champs pétrolifères, renforcer la garde autour des convois d'or, suspendre les communications non sécurisées. 30 minutes plus tard, un message codé circula entre les garnisons. Opération Souveraineté, phase inactivée. Ce n'était plus une rumeur, c'était un signal. À 8 heures précises, les forces locales prirent position dans les zones minières de l'Ouest. Les sociétés étrangères, surprises, virent leurs autorisations révoquées sur le champ. Le réseau électrique fut temporairement coupé pour empêcher toute interception extérieure. À 9 heures, un drone civil transmit la première image virale: un drapeau burkinabé hissé sur une installation aurifère reprise par l'armée. L'Internet africain s'enflamma. En quelques heures, les mots dignité, or et indépendance devinrent synonymes d'un même espoir. Mais derrière la ferveur, la tension montait. Des appels diplomatiques affluaient de Washington, Paris et Londres, exigeant des explications. À midi, Ibrahim Traoré monta sur la tribune improvisée du palais présidentiel. Son discours fut bref, tranchant: nous n'avons pas de dette envers ceux qui ont vendu nos terres hier. Nous avons une responsabilité envers ceux qui les cultiveront demain. Chaque mot vibrait comme une percussion sèche. Le soir même, les marchés financiers réagirent. Le cours de l'or grimpa de 3,7%, puis de 5%. Les analystes parlèrent d'une onde africaine, d'autres d'une erreur stratégique majeure. Pourtant, à Ouagadougou, le calme demeurait. Les habitants se rassemblèrent sur les places, allumant des feux symboliques pour célébrer la reprise des mines. Des enfants peignirent le nom de Traoré sur les murs, non comme celui d'un chef d'État, mais d'un défi collectif. Dans les heures suivantes, les ambassades étrangères abaissèrent leurs drapeaux à mi-mât. Les chaînes occidentales parlèrent de crise minière, tandis que la presse africaine titrait: le Sahel dit non. Cette juxtaposition créait la dissonance parfaite que Traoré avait prévue. Deux récits, un même événement, un gouffre de sens entre eux. À 22 heures, le capitaine réunit son état-major et prononça une seule phrase: ils voulaient 70% de notre avenir. Ils auront 100% de notre résistance. Cette nuit-là, le Burkina Faso entra dans l'histoire non par la guerre, mais par un refus. Un refus qui, à travers les frontières, commença à résonner comme un acte de naissance politique. Au matin du deuxième jour, les chiffres commencèrent à parler. Sur le papier, l'équation semblait simple: 5,6 milliards de dollars de dette, 70% des réserves d'or nationales, un délai de 48 heures. Mais derrière ces nombres se cachait une autre réalité. Un pays dont la production aurifère annuelle avoisinait déjà les 85 tonnes et dont près des 2 tiers échappaient à tout contrôle local. Cette disproportion était le cœur du conflit. Les économistes proches d'Ibrahim Traoré établirent alors 3 scénarios de projection. Dans le premier, une cession partielle aux créanciers étrangers aurait réduit la dette extérieure de 40%, mais au prix d'une perte définitive de souveraineté sur les gisements. Dans le deuxième, un moratoire de 2 ans, soutenu par un bloc africain, maintenait la dette stable tout en permettant la création d'un fonds minier national. Et dans le troisième, celui que le capitaine choisit, chaque once d'or restait sous pavillon burkinabé, quitte à supporter une contraction de 3,2% du PIB la première année. Les chiffres, froids, prenaient alors un sens politique. Les analystes étrangers jugeaient ce choix irrationnel, mais pour Ouagadougou, il représentait la première mesure de liberté économique réelle depuis des décennies. Les flux financiers
jusque-là orientés vers les institutions occidentales, commencèrent à se rediriger vers les circuits intérieurs. Les recettes minières publiques augmentèrent de 22% sur le premier trimestre suivant, selon les estimations régionales. Et cette hausse, bien que fragile, créa un effet d'entraînement dans l'opinion, le sentiment d'un redressement venu de l'intérieur. Parallèlement, les observateurs internationaux notèrent un détail révélateur. La proportion de transactions effectuées en francs CFA diminua de 18% en 3 mois, remplacée par des échanges en monnaie locale ou via des accords bilatéraux. Ce déplacement, imperceptible pour certains, signalait un basculement historique. Pour la première fois, un pays enclavé du Sahel prouvait qu'il pouvait redéfinir sa valeur sans demander la permission. Ibrahim Traoré, lui, demeurait pragmatique. Dans une note interne, il écrivit: l'indépendance n'a pas de prix fixe, elle se mesure à ce que nous acceptons de perdre pour la garder. Ces mots circulèrent comme un mot d'ordre dans les administrations. Et au fil des semaines, les mines réorganisées commencèrent à fonctionner sous un régime hybride, mêlant supervision étatique et partenariats africains. L'économie, loin de s'effondrer, trouva un nouvel équilibre. Ainsi, les chiffres cessèrent d'être une menace pour devenir un instrument. Ce n'était plus la dette qui dictait l'avenir, mais la capacité d'un pays à transformer les contraintes en levier. Le pari était risqué, mais pour une nation qui venait d'affirmer sa voix, c'était la seule équation acceptable. Dans les jours qui suivirent, le débat s'ouvrit, vif et presque philosophique. D'un côté, les pragmatiques. Pour eux, le geste d'Ibrahim Traoré relevait d'un héroïsme coûteux. Il rappelait que sans alliance financière solide, un pays enclavé risquait de sombrer sous la pression économique mondiale. Selon eux, refuser les créanciers, c'était s'isoler. Et s'isoler, c'était s'affaiblir. Ils citaient les précédents: la Libye, le Zimbabwe, la Guinée, où la fierté nationale s'était heurtée au mur glacé du marché global. En face, les partisans de la rupture défendaient une autre logique. Ils voyaient dans la décision du capitaine une mise à nu du système, montrer que la dépendance financière n'était pas une fatalité, mais un choix entretenu. Pour eux, accepter encore les conditions des bailleurs aurait été la vraie perte, celle de la dignité. Ils pointaient vers les chiffres récents: les revenus intérieurs en hausse, la réduction progressive des importations de biens de luxe et surtout la montée du commerce régional. Entre ces deux camps, un mince espace de lucidité persistait. Certains universitaires affirmaient qu'il fallait dépasser le duel moral pour y voir une expérience grandeur nature. Car le geste de Traoré, loin d'être une provocation, testait les limites du modèle économique imposé à l'Afrique depuis un demi-siècle. Et s'il échouait, disait-il, l'échec serait collectif. Mais s'il tenait, alors c'était toute une génération qui retrouverait le droit de décider. Le capitaine resta silencieux face à la polémique. Un soir, il déclara simplement: ils disent que je joue seul, mais je ne joue pas, je tiens la ligne. Cette phrase, répétée sur les réseaux sociaux, devint un symbole discret, la résistance tranquille d'un peuple qui refusait de se justifier. 8 jours après l'ultimatum, un message bref apparut sur les écrans: nous ne vendrons pas demain ce que nous avons reconquis hier. 8 mots, pas un de plus. Cette phrase attribuée à Ibrahim Traoré devint le point de bascule, car derrière elle se cachait une réalité tenue secrète jusqu'alors: l'existence d'un protocole signé entre 3 pays du Sahel pour mutualiser la défense de leurs ressources stratégiques. Ce traité, connu plus tard sous le nom de bouclier AES, liait désormais leurs destins économiques et militaires. C'était la première fois qu'un bloc africain s'affirmait sans le sceau d'aucune puissance extérieure. À Washington comme à Bruxelles, la nouvelle tomba comme une gifle géopolitique. Mais dans les rues de Bamako, Niamey et Conakry, elle fit naître une vague d'enthousiasme brut, des drapeaux, des chants et un mot d'ordre: touchez l'un, touchez-nous tous.
Le centre de gravité venait de se déplacer. Le combat d'un seul pays devenait, à la surprise générale, le symbole d'un continent. Pour les nations voisines, le Burkina Faso devint un laboratoire politique, preuve qu'un pays pouvait refuser la tutelle sans s'effondrer. Au Mali et au Niger, les gouvernements réévaluèrent leurs contrats miniers. Des clauses furent suspendues, d'autres renégociées, et les mots souveraineté des ressources apparurent pour la première fois dans leurs communiqués officiels. Le vent avait tourné. Du côté des entreprises et investisseurs, la réaction fut plus mesurée, mais tout aussi révélatrice. Les géants pétroliers occidentaux gelèrent leurs projets d'exploration dans le Sahel, craignant une contagion du modèle burkinabé. À l'inverse, plusieurs consortiums asiatiques se positionnèrent avec prudence, proposant des partenariats basés sur la copropriété et le transfert technologique. Là où l'on parlait hier de risques politiques, on évoquait désormais un réalignement régional. Le marché, lui, s'adaptait, silencieux mais attentif. Pour les non-alignés et la diaspora, ce fut une renaissance symbolique. Dans les universités d'Afrique et d'Amérique, les débats se multiplièrent autour du modèle Traoré. Des collectifs citoyens lancèrent des campagnes de financement pour soutenir les programmes éducatifs burkinabés. Les jeunes voyaient en lui non pas un messie, mais un miroir, celui d'une génération décidée à parler sa propre langue économique. La fierté reprenait racine, sans discours grandiloquent. Quant au Crouvuk international, le bouleversement était tangible. Les flux d'or transitant par les ports ouest-africains diminuèrent de 15% en 6 mois, conséquence directe de la nationalisation burkinabé. Les banques de développement régional, jusque-là prudentes, commencèrent à envisager un fonds souverain, un africain commun. Et sur la scène diplomatique, une phrase revenait sans cesse. Si le Burkina Faso tient, l'équilibre mondial changera. Au centre de cette recomposition, Ibrahim Traoré restait égal à lui-même. Ses discours, sobres et sans triomphalisme, insistaient sur la patience et la méthode. Une révolution se juge non pas au cri du jour, mais à la stabilité du lendemain, disait-il. Les observateurs notèrent la nuance. Derrière le ton calme, la détermination demeurait intacte. Ainsi, la décision initiale, refuser un ultimatum, avait engendré bien plus qu'une crise passagère. Elle avait fait naître un précédent. Et dans les capitales du Nord comme dans les villages du Sud, tous comprirent que rien, désormais, ne serait tout à fait comme avant. À mesure que les semaines passaient, le Burkina Faso entra dans la zone d'incertitude. Trois trajectoires se dessinaient, chacune avec son lot de promesses et de périls. D'abord, le scénario de base. Le pays maintient son cap, consolidant le bouclier AES et négociant discrètement avec des partenaires asiatiques pour stabiliser ses circuits d'exportation. L'économie progresse lentement, entre 1,5 et 2% sur l'année, tandis que la production minière atteint un seuil soutenable. La population s'adapte à une discipline nouvelle, moins de dépendance, plus de responsabilité. C'est la voie de la constance, dure mais tenable. Ensuite, le scénario optimiste. Une coalition d'États africains décide d'élargir le modèle burkinabé, mutualisant infrastructures, transports et défense économique. La monnaie numérique régionale remplace partiellement le franc CFA dans les échanges intra-africains. L'investissement communautaire explose. Agriculture, éducation, santé. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient le visage d'une Afrique confiante, non par orgueil, mais par maîtrise. Le continent n'y voit plus une exception, mais une preuve que l'autonomie n'est pas synonyme de repli. Enfin, le scénario pessimiste. Les sanctions reviennent, les pressions diplomatiques s'intensifient et les tensions internes fragilisent le modèle.
Les réseaux d'approvisionnement s'essoufflent, la spéculation augmente et certains alliés s'éloignent. Passation. Dans ce cas, l'élan symbolique se maintient, mais le coût social devient lourd. Inflation, exode des compétences, ralentissement industriel. Le pays ne s'effondre pas, mais avance sur une crête étroite. Entre ces trois chemins, une seule constante demeure, la décision de ne plus déléguer son avenir. Le capitaine le résume ainsi: si nous devons tomber, que ce soit debout et non à genoux devant le crédit des autres. C'est la formule d'une ère nouvelle, ni triomphale ni défaitiste, mais lucide, un avertissement autant qu'une promesse. Dans les villages comme dans les villes, les échos de cette lutte prirent des formes concrètes. Des enseignants commencèrent à intégrer les discours d'Ibrahim Traoré dans leurs cours d'histoire contemporaine, non comme une apologie, mais comme un cas d'étude. Comment un pays peut reprendre la parole économique? Dans les marchés, les artisans parlaient d'avenir avec un réalisme nouveau. Non plus si, mais quand. Chez les jeunes, le message trouva une résonance inattendue. Les campagnes de sensibilisation en ligne menées par des collectifs africains mirent en avant une idée simple. La souveraineté n'est pas un drapeau, c'est une compétence. Des milliers de jeunes suivirent des formations techniques pour travailler dans les mines, la logistique, la cybersécurité. Les chiffres de l'émigration chutèrent de près de 12% en 6 mois, un signe modeste mais tangible. Les artistes, eux, transformèrent la résistance en matière créative. Des chansons, des poèmes, des fresques murales portaient le visage de Traoré, souvent stylisé comme une silhouette debout sur fond d'horizon rouge. Mais derrière l'icône, c'était l'émotion collective qui comptait, la sensation d'avoir repris un peu de contrôle sur son propre récit. Et pour ceux qui observaient de loin, ce mouvement rappelait que la dignité n'était pas un luxe, qu'un pays pauvre pouvait enseigner au monde la valeur de la cohérence. À travers ce tumulte, le Burkina Faso montrait que la souveraineté n'était pas un mot ancien mais un verbe, celui de bâtir. À ce stade, la rhétorique laissa place à la méthode. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un plan d'action en 5 axes fut lancé pour transformer le sursaut politique en cadre durable. Premier axe, la sécurisation intégrale des mines nationales. Des unités mixtes armée-gendarmerie assurent la surveillance continue, accompagnées d'équipes civiles de contrôle. L'objectif: garantir qu'aucune ressource ne sorte du territoire sans traçabilité. Deuxième axe, la réforme fiscale et contractuelle. Tous les contrats d'exploitation furent révisés selon 3 critères: équité, transparence, redistribution. Les nouveaux partenariats africains imposent un minimum de 40% de valeur ajoutée locale. Troisième axe, la numérisation des échanges. Un système de paiement national interconnecté avec le yuan numérique et la monnaie régionale AES fut adopté pour réduire la dépendance au dollar et au franc CFA. Les premières transactions furent symboliques, mais elles marquèrent une ère nouvelle. Quatrième axe, l'éducation économique. Des programmes scolaires et médiatiques expliquent la dette, les flux commerciaux et les enjeux des ressources. Comprendre avant de signer devint un slogan d'État. Cinquième axe, la coopération horizontale. Le Burkina Faso privilégia désormais les alliances africaines fondées sur la réciprocité, non la hiérarchie. Cette diplomatie du pair à pair inspira plusieurs voisins à créer leurs propres cellules de souveraineté. Ces mesures, modestes mais cohérentes, transformèrent la crise en laboratoire. Et tandis que les chancelleries étrangères observaient, Ibrahim Traoré répétait: Le courage n'est pas de rompre, c'est de construire. Une phrase devenue principe. Le soir du premier anniversaire de l'ultimatum, la capitale s'illumina de torches et de tambours. Sur la grande place, des milliers de personnes se rassemblèrent, non pour célébrer une victoire,
mais pour mesurer le chemin parcouru. Au centre, un simple drapeau flottait, usé par le vent. Ibrahim Traoré, vêtu d'un habit traditionnel, monta sur une estrade de fortune et observa la foule sans parler. Autour de lui, on retrouvait les visages du début, l'économiste, l'ingénieur, la juriste. Tous portaient dans leurs yeux la fatigue des mois écoulés, mais aussi une lumière tranquille. Le capitaine prit enfin la parole. Ce que nous avons commencé n'appartient pas à un homme, mais à un peuple qui a cessé de demander la permission d'exister. Un silence tomba, profond, presque sacré. Puis, au loin, un groupe d'enfants entonna le refrain devenu symbole. Nous protégeons ce qui nous appartient. Les voix montèrent, s'unissant dans la nuit chaude du Sahel. Et dans ce chant, on sentit l'aboutissement d'un cycle. La peur cédait la place à la fierté. Une nation venait de se redéfinir, non par la force, mais par la cohérence. L'histoire du Burkina Faso n'est pas close. Elle continue dans chaque regard qui refuse la résignation. Ce récit, porté par Ibrahim Traoré, ne parle pas seulement d'un pays, mais d'une idée, celle d'une Afrique qui choisit de penser par elle-même. Il ne s'agit pas d'imiter ni de défier, mais d'oser poser les bonnes questions. Que vaut la liberté si elle dépend de l'approbation des autres? Combien de fois faut-il dire non pour enfin être entendu? À ceux qui écoutent ces mots, la réponse n'est pas dans le passé, mais dans la manière d'agir aujourd'hui. Observer, comprendre, s'unir, bâtir. Voilà les verbes d'un continent qui s'éveille. Le changement ne viendra pas d'un décret ou d'une promesse, mais d'une conversation qui continue, ici, maintenant, entre ceux qui refusent d'oublier. Et si cette histoire t'a touché, partage-la, questionne-la, prolonge-la, car la souveraineté n'est pas un monument, c'est un dialogue que chacun de nous peut choisir d'alimenter.